Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel comme Angela Merkel. Désolé je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République non. C'est dur la République quand même non. Ouais. Non. Ah non c'est mou non. Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, j'espère que vous allez bien, on met le micro à la bonne hauteur. Ah, il nous casse un peu les couilles quand même ce micro. J'espère que vous allez bien les copains, est-ce que vous êtes en pleine forme? 16h45, pile poil, on est réglo, on est à l'heure, c'est que du plaisir, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Juste Bistrot, le 372e, si je dis pas de conneries. C'est ça, le compte est bon, les amis, en ce joli 10 septembre 2024. Joli, bon, c'est... Oui, c'est sympa. Genre, c'est sympa. Genre, il y a mieux. Mais on aime le 10 septembre, voilà, on peut le dire. Donc, bonjour à tous les copains. Merci d'entrée de jeu à Fléau93 pour le sub 18e mois. Merci à Fu8 pour le subprime 12e mois. Ngrim Van Horstman 31e mois extraordinaire. Bisous camarades. Et on est avec toi parce qu'il nous dit ma femme est au régime, donc je suis au régime, donc j'ai faim. On est ensemble, frérot. Je sais ce que c'est. On est avec toi. Voilà, pas de problème. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de nourriture. En tout cas, pas dans les 7 premières minutes. Donc, ceux qui font un régime... Au bout de 7 minutes, il faut peut-être filer. Donc voilà les copains, heureux de vous retrouver pour cette semaine particulière. Vous le savez, ce soir c'est Juste Bistrot, demain c'est Juste Bistrot et Farce Tranquille. Et après, je prends la direction de Paris, Paris la Belle, Paris la Grande, pour le spectacle Zinzin. Ça va être Zinzin les copains. Hâte de jouer le spectacle devant les amis parisiens, ça va être sympatoche. Merci à Mizikosophie 972 pour le sub 4e mois. Merci à Sikoyo pour le subprime 8e mois. On a un petit nouveau. Merci à Psycho Stéopathe qui vient de subprime également. Ça fait plaisir. Il y a plein de nouveaux. Donc, merci beaucoup les camarades. Merci les copains. Bisous à ma Alexandrine 59 qui dit bon spectacle mon Rémi. C'est magnifique. Merci à toi. J'espère que tu vas bien. Voilà. Babcom 5 qui dit Rémi, il ne devait pas y avoir une interview des Pelleboins. Je vois que tu suis, camarade. Et effectivement, il a eu un empêchement la semaine dernière et on a tourné ça juste avant, là, cet après-midi. Donc ça sortira ce vendredi. Voilà les copains. Ça va être sympatoche. Très bonne vanne de Sparkling Generator qui dit le prochain spectacle sera Z2 après Zinzin. C'est pas mal. Ce sera pas ça, mais c'est pas mal. Voilà, c'est important. On est ensemble jusque dans les blagues moyennes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, les amis? J'ai du sujet, j'ai des pépites plein la hotte. Je veux pas vous mentir. On a de la Greta Thunberg, du Dominique de Villepin, du Thomas Guénolé, on a du Delogu avec Ercilia Soudé, on va se la farcir, parce que ça y est, elle m'a gonflé. Enfin, on a que du plaisir. Ah non, franchement, les amis, tu vois, je prends du recul sur ce qui se passe. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Ouais. Va falloir tout faire rentrer dedans. Sincèrement, j'ai l'impression d'être dans un gangbang. Allez, commencer sur un petit peu de finesse. Ça fait plaisir. Alors les amis, et j'ai du docteur Marty aussi. Ah non, mais tu vois, j'ai mon script là, c'est écrit, même moi je... Non, allez, on éteint, ça suffit. Non, c'était une blague, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de trucs. Tu vois? Je baille. À midi, j'ai mangé 8 sushis au thon et une petite boîte de kimchi là. C'est bon, ça, c'est du chou fermenté à la con, là. Alors, j'ai faim. Évidemment, j'ai faim.
naturellement. Donc, on va parler de tout ça, les copains. On va y aller plein badin, on va y aller plein gaz. On le redit, vous le savez, tous les camarades de Twitter et Facebook, vous nous rejoignez sur Twitch, évidemment. Il y a le lien, comme d'habitude, vous cliquez, vous faites péter l'algo. Il y a plein de nouveaux, c'est sympa. Voilà. Moi, j'aime cet esprit de découverte, de camaraderie. Je crois on peut le formuler de la sorte. Alors, les amis, on va attaquer la ruée vers l'or. Aujourd'hui, c'est la rue. Ah, pourquoi je baille? Ah, ça, tu vois, ça m'énerve. Pourquoi je baille? C'est fou, tu avais Poutrelle85 qui m'a eu, qui dit ça fait pas 7 minutes, mais tu parles déjà de bouffe. C'est vrai. T'as vu, j'ai craqué, hein. Pourtant, j'avais promis, hein. J'avais promis, mais non, ça tient à rien. C'est fou, hein. Il n'y a aucune volonté, aucun courage. C'est lamentable. Suis-je une merde? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, on y va. On y va dans les sujets, les copains. Quelques petites séquences déjà pour s'échauffer. Hein, pour s'échauffer, Thomas Guénolé, on l'aime, c'est un intervenant courant des médias, service public, évidemment, hein, aux frais de la princesse, qui nous... C'est fou, ça. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, merde. Tiens, j'ai de l'amande poivrée, regarde. Ça, c'est mon petit secret. Alors, non, c'est pas de la cocaïne, c'est l'amande poivrée. Quand tu as un mot de tête ou mal au bide, c'est la menthe poivrée. Alors bon, c'est la santé naturelle. Donc là, ça, c'est du complotisme. Là, je vais en prison. Ou alors, c'est la preuve que l'Irak détient l'arme nucléaire. Non, je déconne. Je déconne. Non, c'est vraiment de la menthe poivrée. Non, c'est vraiment menthe poivrée. Et j'adore ça. J'ai toujours une petite fiole de menthe poivrée sur moi. Parce que ça sent bon, déjà. Ça réveille un peu. Ça enlève les maux de tête. Enfin, ça enlève les maux de tête, ça bricole. Les maux de ventre aussi. Donc voilà, vous en avez rien à foutre, hein, on n'est pas non plus hein, sur Santé Magazine, mais on bricole. Donc, les amis, Thomas Guénolé, on est sur un intervenant du service public, courant, habituel, toujours dans le secteur, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que il nous a expliqué un petit peu son analyse et il fallait pas se priver. Fallait pas se priver. Ça aurait été du gâchis, à mon avis, de ne pas en parler. Donc, c'est Thomas Guénolé, vous allez voir, c'est brillant, on analyse ça après. C'est l'issue de la négociation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et plus largement entre le bloc central macroniste d'une part et l'extrême droite d'autre part. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'il y a des négociations pour aboutir à un gouvernement en négociant avec l'extrême droite, non pas une participation mais une non-censure. La conséquence de Barnier Premier ministre aujourd'hui, je pense que c'est Le Pen présidente demain. La gauche a gagné les législatives en nombre de sièges, c'est pas contestable. Est arrivée en tête. Elle a gagné, c'est ce que ça veut dire, arriver en tête au nombre de sièges. Pourtant, Emmanuel Macron, il a refusé de nommer une première ministre de gauche, y compris quand elle a dit qu'elle négocierait les projets de loi au cas par cas avec les macronistes en pratique. Il a préféré nommer un premier ministre de droite en négociant une non-censure avec l'extrême droite, alors qu'il aurait suffi à Emmanuel Macron, on oublie tout le temps de mentionner ça, de dire au bloc central, dont il est le patron, de ne pas censurer la première ministre et NFP, et il n'y avait pas de censure. On oublie tout le temps ce point-là. C'est donc bien une décision d'Emmanuel Macron qu'il n'y ait pas un gouvernement de gauche en situation de majorité relative. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Emmanuel Macron qui l'a décidé. Résultat, vous avez des millions d'électeurs de gauche qui se sentent escroqués, ils vont donc arrêter de faire le Front républicain. Donc à la prochaine présidentielle, si c'est un deuxième tour Le Pen contre pas la gauche, bah, ils iront à la pêche. Je vous rappelle qu'en 2022, au deuxième tour, 23% des voix pour Emmanuel Macron, c'était des électeurs de gauche. Donc si vous n'avez pas des électeurs de gauche qui font le Front républicain, la prochaine fois qu'il y a une élection présidentielle, c'est Le Pen qui la gagne. Et donc, c'est QFD, Michel Barnier Premier ministre aujourd'hui, Marine Le Pen présidente demain. Donc, une analyse qui me plaît bien. Une analyse qui me plaît bien parce que elle est aussi, aussi limpide que révélatrice des escroqueries politiques dont on parle quand même beaucoup ces derniers temps, on va pas se mentir non plus, mais c'est assez passionnant, c'est vraiment passionnant je trouve que Thomas Guénolé nous explique ça avec l'impression effectivement il y a un air peut-être un peu docte, tu vois, qui explique, qui a découvert les choses, les détails que l'on a oubliés, mais il nous démontre par A plus B que le Front républicain est une escroquerie. Ce qu'on dit dans le Juste Bistrot depuis des semaines, donc je ne vais pas non plus vous faire ça pendant des heures encore, mais c'est assez brillant que le mec arrive et en démontrant, en pensant critiquer la Macronie, en pensant critiquer les dangers de l'extrême droite, il démontre parfaitement
comment tient le système et que on est face à 3 groupes dominants qui sont faits du même bois d'une certaine manière. Et il nous explique que c'est juste lié à des tendances et à ce fameux front républicain. Mais on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un front républicain qui aujourd'hui se fait contre l'extrême droite, mais qui demain se fera peut-être contre l'extrême gauche s'ils sont en position de force. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que on retombe dans ce que je vous dis depuis un bout de temps. La gauche ne comprend pas qu'il est urgent de critiquer le Front populaire. Le Front républicain, alors on s'y perd, de critiquer le Front républicain au moment des élections, parce qu'elle applaudit ce qui la tuera demain. Et je trouve ça extraordinaire que Thomas Guénolé, à qui on ne peut pas non plus faire le reproche d'être un crétin ou un ignare, il sait de quoi il parle, et c'est autrement plus frustrant, qui nous explique que bah voilà, en fait, Emmanuel Macron, non seulement il nous explique que la gauche a gagné les législatives, donc c'est extraordinaire, parce que tout est faux dans cette phrase. La gauche, ça n'existe pas, parce que dans le nouveau Front populaire, vous avez quand même pas mal de tendances, y compris des communistes, donc déjà, la gauche, ça n'existe pas. Ou alors c'est vraiment une simplicité qui nous démontre que le nouveau Front populaire est tout ce qu'on veut lui faire dire, en fait. C'est le Frankenstein de la politique, c'est une création complètement cosmétique, enfin, bref. Donc déjà, la gauche n'existe pas et la gauche n'a pas gagné. Il n'y a pas de majorité absolue. Je veux dire, arrêtons les conneries. Gagner, c'est une majorité absolue. Et même si on parle de majorité relative, on a vu avec la NUPES qu'à un moment donné, ça va se fissurer et que les partis qui composent hier la NUPES, aujourd'hui le NFP, un jour voteront les uns contre les autres. C'est ce qui s'est passé déjà à plusieurs reprises entre 2022 et 2024. Donc, tout ça est mensonger, c'est le même mensonge qui est répété à chaque fois. Ça n'en fait pas une vérité pour autant. C'est pour ça qu'il faut être quand même prudent sur ça et rappeler à chaque fois que c'est n'importe quoi. Et derrière, Guénolé nous dit que la raison d'être de la gauche aujourd'hui, c'est d'appuyer le système quand l'extrême droite arrive et pointe le bout de son nez aux élections. C'est quand même effrayant. Je veux dire, quand est-ce que la gauche sera courageuse pour dire nous ne voulons plus mettre notre destin et nos conditions d'existence entre les mains du système, d'un système qui plus est néolibéral, ultra-capitaliste, tout ce qu'on veut. Donc à partir de maintenant, nous ferons cavalier seul et nous ne tomberons plus dans les chantages de front républicain, d'arc républicain, de je sais pas quoi. Parce qu'ils sont tout le temps les cocus de l'affaire. C'est extraordinaire. Et je pense que ils seront le cocu comme jamais. Cocu comme jamais en 2027, quand le RN sera au second tour, peut-être un candidat de la gauche à l'époque, ce que je vous disais hier, hein, et que la Macronie fera front républicain contre la gauche. Donc c'est terrible, je trouve ça terrible que cette pièce de théâtre continue se répète et que des éditorialistes quand même compétents déboulent et continuent à rabâcher le mensonge. C'est assez extraordinaire. On continue sur une autre petite séquence que je voulais vous montrer, à moins qu'il y ait des commentaires. Je prends vos commentaires, les amis, dans le chat. Il y a Stealth5 qui dit un système qui leur chie dessus en permanence en plus. Je suis pas certain. Je pense ça aussi, Stealth5. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Je suis curieux d'avoir ton avis. Mais je trouve que dans la panoplie des légendes politiques que l'on entend tous les jours dans les médias, sur les réseaux sociaux et compagnie, vous savez, c'est les phrases un peu toutes faites qui ne sont que des légendes urbaines, qui ne revêtent aucun aspect concret, aucune réalité. Il y a aussi le côté le système médiatique est contre nous. Ça marche dans tous les sens. Hein. Ça marche contre l'extrême droite, contre machin, contre bidule. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais je veux dire, aujourd'hui, à quelle heure un parti de gauche, le PS, la France Insoumise, les communistes, qui tu veux, peut dire le système est contre nous? Enfin, sincèrement, moi, qu'on parle d'acharnement contre la France Insoumise en période électorale, moi je veux bien, mais ça marche dans tous les sens. Voilà, Stealth5 qui dit quand il traite LFI d'antisémite, par exemple. Je suis complètement d'accord. Mais quand on se plaint d'un acharnement contre Mélenchon en période électorale pour défoncer la France Insoumise et dire que ce sont des antisémites et compagnie, dans ce cas-là, l'honnêteté intellectuelle commande de dire que quand c'est autour du RN et que tous les médias, enfin la grande majorité des médias, arrivent en faisant des parallèles avec Hitler, avec machin, avec les nazis, à ce moment-là, le rôle de la gauche, le rôle de la France Insoumise, par exemple, c'est de dire nous, ce sont nos ennemis politiques, mais ce traitement est injuste, il l'est contre nous, il l'est contre eux.
Et tout à l'heure, on va parler de l'affaire de Logu, et vous allez voir que toutes ces contradictions qui existent, parce qu'il faudrait un petit peu de panache. Il faut dire un petit peu de grandeur d'âme, et je trouve ça scandaleux sur le fait que la France insoumise n'ait pas une once d'éthique, une once de neurones d'ailleurs, pour dire on ne tolère pas cet acharnement contre nous, et on ne le tolère pas contre les autres, parce qu'il n'est pas plus juste, et il ne contribue qu'à fausser le débat, et fausser in fine le vote des électeurs. Et je trouve ça terrible, que la gauche ne raisonne pas de la sorte, parce que ça prendrait tout le système à revers. Parce que vous auriez tout un système médiatico-politique qui s'auto-entretient, et il y a deux partis qui se disent on est ennemis, mais on dénonce la même chose. Ça a un autre poids quand même. Ça a un autre poids. Donc voilà, je trouve ça assez terrible, je voulais vous en parler. Tant qu'on est dans le système médiatique, dans la catégorie le service public et plein de surprises, écoutez ce que nous a dit Delphine Ernotte, c'était hier dans l'émission Buzz TV, je voulais vous en parler un petit peu. On parle plein de sujets différents, parce qu'en ce moment j'ai envie de m'aérer l'esprit. Pas la politique, on dit souvent les mêmes choses, on radote, et c'est le meilleur moyen de devenir taré, donc il faut parler un peu d'autre chose. Ben justement, faisons un peu de fiction. Si Cyril Hanouna et Canal+, ça ne marche plus, est-ce que l'animateur sera le bienvenu sur les antennes de France Télévisions? C'est qu'il revient, hein. TPMP a démarré chez vous, hein, sur France 5 en 2010. Vous n'étiez pas encore là, mais... C'est un immense talent, hein, Cyril Hanouna. Moi, je ne partage pas toujours certaines de ses interventions sur ses antennes, ça c'est clair, mais l'homme est un vrai homme de télévision. Voilà, c'est ça que je peux dire. Il vous appelle d'ailleurs... Voilà, on est peut-être sur... Une surprise qui pourra avoir lieu. L'info est tombée, je voulais vous en parler. J'aime la télé également. L'incroyable Delphine Ernotte qui nous caresse un peu l'idée, qui nous dit après tout, et pourquoi pas un Cyril Hanouna sur le service public. Alors là, on va voir flou. Le jour où les gens de gauche, Cyril Hanouna, Bolloré, les nazis, donc dans une logique assez implacable, si on voit Cyril Hanouna revenir effectivement sur le service public, parce que Touche pas à mon poste avait commencé sur France 4 à l'époque, si on voit Hanouna revenir sur le service public, ça va être très intéressant. Parce qu'on va comprendre que, mais en fait, ils en ont rien à foutre. C'était une cabale médiatique. Là encore, montée de toutes pièces, et ce qui démontre que le service public s'en fout et qu'ils hébergent à peu près tout le monde à partir du moment où ça peut ramener un peu de pognon et surtout d'audience. Donc, affaire à suivre, mais je crois qu'on n'a pas fini d'en parler sur le transfert d'Hanouna, parce que vous avez vu, avec cette histoire de l'Arcom qui a enlevé l'attribution du canal de la TNT à C8, l'émission Touche pas à mon poste, les émissions de Cyril Hanouna cherchent un nouvel écrin, on va dire, pour être diffusé à la téloche. On a parlé de Canal+ en clair qui pourrait diffuser ça, mais apparemment M6 pourrait être intéressé. On n'est pas au bout de nos surprises, et c'est un mouvement intéressant du côté de la téloche. Donc là encore, affaire à suivre, un autre dossier. On continue, les copains, et là, est-ce qu'on est dans la blague? Est-ce qu'on est dans... Je sais pas, je sais plus. Je sais plus quoi vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Séquence aujourd'hui dans les grandes gueules sur RMC. J'ai besoin de votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Arriver comme ministre de la Santé, est-ce que tu as une idée, Jérôme Marty? Moi, je verrais bien une paire, quoi. En tout cas, pour ce qui est des affaires médicales, hospitalières et médecine de ville. À l'hôpital, j'y mettrais Mathias Vargon, et pour la ville, je m'y mettrais moi. Oh, bah tiens, impeccable. Voilà. Ah, carrément. Bah oui, il a raison. Carrément. Je veux dire, on peut donc, avoir... tu voudrais un médecin, c'est intéressant, tu voudrais un ministère qui s'occupe de l'hôpital, donc ça sera Mathias Vargon. Ça fait longtemps que je le dis, il faut un ministère bicéphale, c'est-à-dire il faut l'hôpital, c'est spécifique, la médecine de ville, c'est spécifique. Et on ne peut pas gérer les deux de la même façon. Même si le système marche sur deux jambes, ces deux jambes sont différentes, et il faut tenir compte de cette différence. Vous risquez pas de vous affronter tout le temps sur les budgets. Mais c'est le but. C'est le but, parce qu'il faut trouver des terrains d'entente. Et parce qu'avec Mathias, on se connaît et qu'on est justement opposés sur plein de sujets, ça nous obligerait à trouver des voies médianes systématiquement. Original. Pourquoi je dis ça? Alors après, c'est pas pour faire le truc, mais bon, je suis, comme vous le savez, moi, président de syndicat. Je crois qu'il faut un spécialiste de la médecine libérale, moi ou un autre, je plaisante quand je dis moi, mais il faut vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement ce métier et la médecine libérale. Et quand je dis médecine libérale,
par essence, ça peut être aussi un kiné, une infirmière. Parce qu'on pense souvent mais c'est des quelqu'un du monde libéral. Et arrêtez de vouloir faire rentrer un carré dans un rond, c'est-à-dire s'imaginer que la médecine de ville, c'est hôpital-like. C'est pas la même chose. C'est pas le même métier. C'est pas le même secteur. C'est 2 secteurs différents et il faut tenir compte de ces spécificités. Alors, au-delà de l'idée, parce qu'on est chez Juste Milieu, on est honnête intellectuellement, en tout cas on essaie de l'être, l'idée est intéressante. L'idée est intéressante, effectivement, de scinder entre médecine de ville et médecine... l'autre type qu'il évoque là, je trouve ça très intéressant. Vraiment, l'idée est chouette. Mais je crois qu'il est sérieux, le gars. Je pense qu'il est sérieux. Au fond de lui, parce qu'il a des années de recul. Hein, Dr Marty, il a dit tellement de conneries que si tu les additionnes, il a des millions d'années de recul sur sa connerie. Donc, il sait à peu près jauger le truc. Mais sincèrement, mais je vous jure, si ça arrive, ça arrive. J'ai du mal à y croire. Je trouve ça crédible à 19%. Mais ce qui m'inquiète, c'est que lui, il est peut-être à 54%. C'est ça le problème. Et sincèrement, si ça arrive, les copains, je fais du Juste Bistrot pendant une semaine avec un t-shirt du Dr Marty. Je vous le dis, même plus si affinité, on trouvera une connerie à faire parce que c'est... Non, je peux pas croire. Donc, voilà. Et puis, en fait, à la limite, Dr Marty, bon, c'est rigolo. Il y a un côté Fernandel qui a perdu sa perruque. Pourquoi pas, tu vois. Mais Mathias Wargon, voilà, hein, fin de la blague, qui dans la catégorie ordurerie médiatique, hein, de par le comportement, je ne juge pas l'homme, hein, les propos qu'il a tenus, les comportements qu'il a eus, lui, ministre de la Santé, alors tu me diras, après Véran, Buzyn, bon, on est dans le thème, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Ce serait bluffant, mais quand même, espérons que tout ça ne soit qu'une blague, parce que finalement, la vie est une blague. Je crois qu'on peut le dire. Il y a Anarchy08 qui dit Marty, j'ai un doute. Par contre, Wargon, ça reste possible vu ses accointances avec la Macronie. Bah, évidemment, on rappelle Madame Wargon. Hein. Si je dis pas de conneries, alors attendez, je vérifie ça en direct parce que c'est Emmanuel Wargon. C'est ça, hein, ils sont bien en... Attendez. Voilà, que nous dit l'opinion. Personnalité atypique dans un univers hospitalier convenu. L'urgentiste Mathias Wargon, époux de la ministre Emmanuel Wargon, a vu sa notoriété exploser ces derniers mois grâce à son activité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en plus, effectivement, on serait en plus sur un couple de politiciens. Elle qui a été ministre, qui a multiplié les postes. Enfin, Wargon, c'est pas déconnant. Effectivement, Marty, il part peut-être d'un peu plus loin, mais c'est vrai que... Je voulais vous le montrer parce que j'ai quand même un coin de mon cerveau qui me dit tiens, c'est possible. Et Massan 3466 qui pousse la blague, qui dit moi je dis Martin Blachier, ministre de la Santé. Bye. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc affaire à suivre les amis, mais j'ai peur parce que ça va tomber. Hein. Ça va tomber bientôt cette histoire de la nomination du futur gouvernement. On a hâte, on n'a pas hâte, je sais pas ce qu'on en pense, mais en tout cas, on sera là. On enchaîne sur une affaire qui est tombée aujourd'hui encore. Ça va vite, il se passe plein de choses, ça ne s'arrête jamais. L'affaire Delogu. Ah ouais, Delogu, vous avez vu Sébastien Delogu, hein, le député La France Insoumise, un habitué des petites sorties médiatiques sympatoches. Un comportement de racaille de temps en temps, on se rappelle, hein, le jour de l'entrée des nouveaux députés après les législatives, alors les précédentes, hein, pas celle-là. Non, d'ailleurs, non, celle-là, pardon. Oui, c'est ça. Oui. Le plus jeune, le Benjamin de l'Assemblée, c'est la tradition qui serre la main à tous les députés. Et Delogu qui lui a quasiment fait un tête contre tête. Enfin, comportement de racaille comme dans d'autres partis. On se rappelle, hein, ceux du RN également, hein, qui s'étaient emboucanés avec un autre député. Enfin bref, ça part en cacahuète. Et donc Delogu, il s'est passé quelque chose. C'était ce matin, séquence à l'Assemblée nationale. Ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien
de leur service public. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour... Voilà, bon, c'est pas brillant. Vous avez compris l'idée, c'est pas brillant. Alors, attention. Attention quand même parce que je voulais vous parler de ça, qu'on essaie quand même de se poser les vraies questions. Alors par contre, j'ai un doute, je vais pas vous mentir, parce que la vidéo, elle est relayée de partout. Je viens de la voir sur le compte de Jean Messia, et qui n'est pas une connerie près lui aussi. Je pense qu'il a ralenti la vidéo, parce que la vraie vidéo n'est pas celle-là. Je pense que c'est plutôt ça. À Bercy, qui se termine par un... Voilà, donc Jean Messia, bien évidemment, comme dirait Eric Cantona, je lui pisse au cul, parce que là, on est sur une vidéo qui a été mise au ralenti, et je précise, il ne le dit pas, voilà, il ne le précise pas, donc comme Cantona, je lui pisse au cul. Ça, par contre, c'est le genre de truc qui m'énerve en plus, tu vois, pour bien monter en épingle les séquences, en plus, on les trafique sans le dire aux gens, ça, c'est de l'escroquerie, ça m'énerve. La vraie vidéo, c'est celle-là. Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. Voilà, donc vous avez compris, c'est pas non plus très brillant, mais Jean Messia, comportement de merde. Voilà, hein, je le dis, c'est un truc qui m'énerve, c'est de la politique de merde. Donc, voilà, que ce soit dit. Voilà, bon, de toute façon, l'affaire des Logus, vous avez compris, c'est pas brillant, il y a de la galère à lire. Alors, je voulais vous parler de ça, les amis, parce que on va essayer de faire du juste milieu. On va essayer de faire du juste milieu parce que j'ai vu des trucs qui me rendent dingue. J'ai vu des trucs qui me rendent dingue et ça va rejoindre quelque chose que je vous disais au moment des législatives. Vous allez voir, on essaie à peu près d'être cohérent. C'est pas brillant, le mec est pas brillant, ça fait chier de voir des députés qui sont pas au niveau. Ok, point. Je pense qu'il est facile de lui en mettre plein la tronchetta parce qu'à mon avis, vous pouvez trouver des pompes à vélo de partout. Hein, on peut remonter les affaires des uns et des autres. Sincèrement, loin de moi l'idée de le défendre. Hein. Pour moi, Delogu fait partie des têtes médiatiques de la France insoumise que je déteste. En tout cas, ce qu'il représente médiatiquement, je le déteste. Ce sont des habitués des coups médiatiques sur les réseaux sociaux, dans les médias. Donc, il renvoie une image qui, à mon avis, est plus contre-productive qu'autre chose. Et ça, pour leur propre parti. Mais voilà, ça n'est que mon avis. Donc, loin de moi l'idée de défendre ce que représente le politicien Delogu. Mais je vois des trucs de mauvaise foi de partout et qui me rendent dingue. Donc, tu vois des opposants politiques, comme Jean Messia, avec ce comportement de crétin, des opposants politiques d'autres partis, qui pointent du doigt en disant « Ouais, vous avez vu, il n'est pas au niveau, nanana. » Bon. Comme si tous les autres étaient des flèches. Voilà. Donc déjà, évacuons ce débat. C'est un débat de cours d'école, mais vraiment de cours d'école. Mais ce que je trouve quand même intéressant, c'est que ça rejoint... j'ai vu 2 réactions qui m'ont vraiment plu. Déjà celle d'Antoine Léaumont, alors pareil, hein, en lice pour la Golden Pompe à Vélo of the Year. Parce que vraiment, pareil, hein, Antoine Léaumont, on est sur de la pompe à vélo finie à la feuille d'or quand même. Hein. Parce que le camarade nous a dit, voilà, regardez, hein, tout mon soutien à mon camarade Sébastien Delogu, le mépris de classe qui s'exprime contre lui est odieux. Donc c'est l'extrême droite essaie, parce que c'est la faute de l'extrême droite, par ses attaques contre lui, de faire oublier qu'elle s'apprête à gouverner avec Macron et à son service la bourgeoisie versus le peuple. Voilà. Donc évidemment, hein, c'est du mépris de classe, parce que tout le monde le sait, dans les classes basses de la société, tout le monde est abruti et personne ne sait lire. Donc vous avez un guignol, indépendamment du fait qu'il ait du mal à lire, vous avez un guignol qui est filmé à l'Assemblée, qui a du mal à lire son discours, et en fait c'est du mépris de classe. Parce que si on se moque de lui, on se moque du bas peuple qui, par définition, ne sait pas lire. Donc Antoine Léaumont, bien évidemment, de par cette déclaration, je vous pisse au cul, naturellement. Hein, c'est vraiment tout ce qu'on aime, hein, sur ce marxisme déguisé avec une Apple Watch. Rappelons quand même qu'Antoine Léaumont, il faut que je vous retrouve la séquence, parce qu'elle est extraordinaire. On est quand même sur un Robespierre de Wish. Il faut quand même que je vous la retrouve. Je l'avais mise dans la farce tranquille la semaine dernière. C'est dommage, il faut que je la retrouve, parce que faut quand même savoir de quoi on parle. Hein. Merde, comment ça s'appelle cette boisson à la con, là merde. Oh là là, je veux trouver mon truc, parce que c'est drôle. Sérieux, c'est très drôle. Bonjour à toutes et à tous. Pour montrer un peu le niveau du gars.
Oh putain, je vais quand même pas aller regarder mon propre épisode de La Farce Tranquille quand même. Ah bah je l'ai, c'est bon. Alors Manu, salut les gens. Bon, alors Manu, salut les gens. J'ai pas celle que je veux, mais on s'en fout. De toute façon, on a compris que c'était une pompe à vélo dans son comportement médiatique. Bref, donc le mépris de classe. Donc déjà, le type de réaction, ça m'a rendu dingue. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ensuite, parce qu'il faut creuser quand même un petit peu. Ce qui me dérange le plus avec la séquence de Delogu, ça n'est pas qu'il ait des difficultés de lecture. Je veux dire, aujourd'hui, il faut s'en faire une raison. Malheureusement, la tendance dans notre monde politique est à l'effondrement intellectuel, comme dans la société. Donc, je veux dire, soyons clairs aussi, les amis. J'essaie d'être rigoureux intellectuellement et honnête. Je vois plein de gens dans le chat qui font des fautes d'orthographe, tu vois. Donc, est-ce que tout le monde est très bien positionné pour faire des grandes leçons? C'est-à-dire qu'on se choque, si vous voulez, sur des choses qui, comment dire, qui sont bien plus difficiles à s'appliquer à nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on se foute de la gueule de Delogu parce qu'il a du mal à lire, parce que machin, parce que bidule. Mais qui parmi nous, est-ce que tous les gens qui regardent l'émission, là, vous êtes plus de 1200, est-ce qu'il y a 1200 personnes qui sont impeccables, nickel et tout ça? Donc, je comprends. Après, on peut réagir à cet argument en disant « Oui, mais en même temps, nous, on n'est pas députés et on n'est pas payé 7000 balles. » Ok, j'en conviens. Mais dans ce cas-là, on peut tomber... comment dire? Il faut savoir où on met la barre. Il faut savoir où on met la barre parce que je trouve qu'on rejoint, en fait... alors... Le cas de Delogu est différent parce qu'on est sur un donneur de leçons qui, dans l'autre sens, aurait fait la même. Donc c'est pour ça que je suis un peu embêté avec ce que je vais vous dire, mais et c'est aussi pour ça que c'est contre-productif. Tous ces députés, que ce soit LFI ou pas, tous ces députés qui sont sans cesse aux aguets pour monter des polémiques en épingle, pour mettre des tirs à leurs opposants qu'ils n'accepteraient pas contre eux. On est dans un positionnement médiatique, en fait, tout le monde s'en fout. C'est un positionnement médiatique de leur part, ça n'a aucun intérêt réel. Mais j'aimerais quand même qu'on se rappelle ce que je vous disais à l'époque des législatives, les copains, quand on avait ce genre de vidéos qui sortaient sur les débats dans les régions où on avait des candidats aux législatives du RN et il y avait des compiles qui étaient faites pour montrer le niveau, tu vois, genre ça. Pas réfléchi au problème. Quels sont les dossiers sur lesquels vous comptez travailler? Alors, sur lequel je compte travailler... Vous croyez pas au réchauffement climatique lié à l'homme? Si, je le crois, mais il faut quand même rappeler que la Terre a eu des phases très chaudes et des phases d'ère glaciaire, et on est encore en ère glaciaire. Il faut diminuer également... Voilà, bon, toutes les compiles, on se foutait de la gueule de gens qui n'étaient pas encore élus, qu'on soit bien d'accord, des aspirants députés. Mais là-dessus, après on va parler d'Ercilia Soudé, parce qu'il y a encore autre chose. Là-dessus, j'aimerais quand même proposer quelques réflexions, les copains, parce que à l'époque, et pour être cohérent avec ça, je vous avais dit que ce comportement était insupportable de la part des médias et des politiciens, dont certains de la France Insoumise, d'où la contradiction aujourd'hui, qui était de dire on va se foutre de la gueule de ces gens-là. On va dire ils n'ont pas le niveau. Vous vous en rappelez comme moi. Beaucoup de médias disaient les députés sont nuls, ils n'ont pas le niveau, ils préparent pas les débats, ils ont des fiches. Leurs opposants politiques disaient la même chose. À ce moment-là, je vous avais dit que pour moi, c'était pour le coup du mépris de classe sidérant. Mais pas comme le fait Léaumont, qui serait de dire tous les gens qui ne savent pas lire sont forcément pauvres et tous les bourgeois sont forcément des brutes intellectuels. Il est la preuve que non, parce que c'est un bourgeois. À ce moment-là, je vous disais que c'est du mépris de classe d'un système médiatico-politique qui s'auto-entretient depuis des décennies et qui n'accepte pas le remplacement. Pour le coup, tout le monde peut se faire grand remplacer ou créoliser, vous choisissez le mot que vous voulez, mais par contre, pas dans ce système médiatico-politique. Donc, il faut que ça s'auto-entretienne, et les mecs qui déboulent, on va leur mettre des tirs. Donc, on va dire qu'ils ne sont pas préparés, on va dire qu'à la moindre faute à l'oral, on va les reprendre et tout ça. Bon. Alors que quand ça arrive à Stéphane Séjourné, on explique qu'il est dyslexique. C'est très intéressant. Le mec a fait de la merde pendant 2 semaines. Depuis, ça va plutôt bien. Apparemment, il a guéri sa dyslexie parce que Macron lui a mis le doigt sur le front en espérant que ce ne fût que le doigt. Donc, ce qui est assez terrible dans tout ça, c'est qu'avec cet épisode de Delogu, je trouve qu'on retrouve
quelque chose de cet ordre-là, mais qui ne marche pas. Parce que Delogu est en poste. Delogu fait partie de ces députés qui sont devenus en vérité des candidats de télé-réalité plus qu'autre chose. Hein. Ce sont des gens qui sont dans le clash, qui sont dans la sortie médiatique, dans le buzz. Donc on sait très bien que si Marine Le Pen avait fait une dinguerie en discours, qu'elle avait fait une faute d'orthographe, enfin une faute à l'oral, quelque chose comme ça, des candidats de la France Insoumise auraient été les premiers à réagir. C'est pour ça que je change mon argument. On s'était foutu des candidats du RN, parce que c'était bien, c'était le RN, ça aurait pu être d'autres partis. Mais on se foutait de la gueule de citoyens qui voulaient faire de la politique. Donc on a mis le couvercle en disant de toute façon ils sont trop cons, c'est même pas une question de parti, ils sont trop cons, qui restent là-bas, ils sont nuls, ils sont des ignares, ils n'ont rien compris. Là avec Delogu, on est sur un autre problème. On est sur déjà l'utilisation du mépris de classe avec un renversement qui est sidérant de la part d'un député de gauche qui est Antoine Léaumont. C'est quand même terrible hein, que le mec en vienne à expliquer, à sous-entendre que quand on se moque de quelqu'un qui ne sait pas lire, on se moque du bas peuple. C'est sidérant, on l'a déjà dit, mais j'insiste là-dessus. Et ce qui est fou, c'est que l'exemple de Delogu est doublement cynique. C'est qu'il nous démontre que, bon, lui est nul, mais à la limite, ça, on le savait. Mais globalement, le niveau est nul. Globalement, il y a un effondrement du niveau que l'on retrouve de partout. Et il y en a une qui m'a plu. Il y en a une qui m'a plu dans les réactions. Je vous parle de mépris social, de mépris de classe. C'est Ercilia Soudé, qui a mis la même chose, parce que c'est de l'élément de langage. Pareil, elle a mis tous ces messages exprimant du mépris de classe à l'encontre de mon collègue Sébastien Delogu me donnent envie de vomir. Tout mon soutien, mon camarade. Voilà. Alors, on va y aller gentiment. T'as 2 petites minutes, regarde. Merde. Voilà. Hein. Petit instant grognon sur Ercilia Soudé. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. À un moment donné, il faut y aller. Hein. Il faut y aller plein gaz. Parce que pareil, hein, dans la catégorie Golden pompe à vélo, elle en tient une couche. Donc, pour Ercilia Soudé, parce que le mépris de classe, le machin, le bidule, Antoine Léaumont aura son tour, hein, vous inquiétez pas. C'est comme les charrettes hein, à la Révolution, ils aiment bien en plus. Ercilia Soudé, je me base sur un article de Libération. Tu vois, c'est la famille. Ercilia Soudé, la voix de la discorde, c'était le 3 janvier 2024. Pour tout ce que je vais vous dire, parce que le côté, ouais, c'est du mépris de classe et tout, à un moment donné, ça suffit. Hein, quand on a le parcours qu'elle a, et dont je vais vous parler, ça va, hein, ça suffit quand même d'utiliser. Enfin, il y en a marre en fait qu'ils instrumentalisent un peuple qu'ils ne le connaissent pas et d'où ils ne proviennent même pas. Donc, il faut arrêter les conneries. Ercilia Soudé, elle est professeure de français à Sevran, de métier. Hein. Elle s'est engagée auprès de Jean-Luc Mélenchon en 2016. Dans l'interview de Libération, par exemple, hein, il nous explique, hein, elle déclare « Avant d'intégrer la commission des affaires étrangères, Ercilia Soudé n'y connaissait strictement rien. Entre guillemets, qu'est-ce que je fais là ?» s'était-elle interrogée, avant de se rendre compte, autre citation d'Ercilia Soudé, que la plupart des gens étaient loin d'être des experts et qu'elle n'aurait pas l'air plus inadaptée que les autres. Donc, cette citation, je voulais absolument vous en parler parce qu'elle illustre parfaitement le problème avec Delogu. Ça n'est pas qu'il lise comme un pied. Ça n'est pas le côté ouais, mépris de classe et tout. Non, vous savez même pas ce que c'est. Pour parler de mépris de classe, il faut en avoir. Donc déjà, et dans tous les sens du terme. Mais c'est surtout que Ercilia Soudé, et elle l'avoue hein, dans le papier de Libération, hein, elle le dit auprès du journaliste. Elle ne sait pas ce qu'elle foutait là. Donc vous avez des gens qui certes font de la politique, mais sont bien conscients d'être nuls. C'est ça le problème. C'est pas de venir du bas peuple, c'est pas de faire des fautes d'orthographe, c'est pas de mal lire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des politiciens qui voient ça comme une opportunité, comme on candidaterait à une émission de télé-réalité. Le problème, ils viennent là, c'est qu'ils sont nuls et ils le savent. Parce que on ne demande pas aux députés d'être des experts en géopolitique quand ils intègrent la commission étrangère, enfin la commission des affaires étrangères. Mais on leur demande juste, par respect pour la France, par respect pour leur engagement, d'être compétents, de se savoir compétents quand ils s'engagent, ce qui a toujours été le cas.
Ce qui, après, peut entraîner effectivement la reproduction des élites et tout ça. On rentre sur un autre débat. Mais c'est sidérant aujourd'hui qu'on ait des abrutis incapables, elle le dit, hein, inadaptés. C'est ce qu'elle dit, hein, il y a des guillemets. Qu'elle n'aurait pas l'air plus inadaptée que les autres. Vous avez des politiciens inadaptés qui font de la politique comme une candidate à Secret Story. Et le pire dans tout ça, parce qu'on est à gauche, et à gauche, on n'aime pas la reproduction sociale. La France Insoumise, ils vous le disent. Ils vous citent leur meilleur Bourdieu dès qu'ils peuvent. Eh bien, Ercilia Soudé, vous savez d'où elle vient en termes de mépris de classe? Son daron, Michel Soudé, c'est le rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Politis, et proche de Jean-Luc Mélenchon. Ah bah, à la tuile, ah bah ouais, c'est quasiment Cosette, en fait, quasiment Cosette. Et on apprend également dans le papier, c'est Ercilia qui nous le dit à la première personne. En 2007, mon père a publié Enquête de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, si bien que je me suis beaucoup ennuyé et que j'ai passé mon temps à apprendre la moitié du programme de latin. C'est vous dire le niveau de désespoir. Dans mon esprit, Jean-Luc Mélenchon n'était alors que celui qui m'avait empêché de passer un été avec mon père. Ah, bah d'accord. Et après, il y a des pépites, toujours dans l'article de Libération. Mais vraiment, les amis, lisez-le, c'est extraordinaire. Il y a 2 pépites que je vous ai sélectionnées. Ercilia Soudé déclare « Je suis aussi une intellectuelle. Et à l'Assemblée nationale, on apprend plein de choses. » Ah d'accord. Ercilia à l'école, finalement. Et après, parce que la dame avait applaudi Quatennens le jour de sa première intervention après sa condamnation. Elle avait applaudi, ce qui avait été évoqué dans les médias à ce moment-là. Et elle avait déclaré « C'était un élan humaniste. » Ah, d'accord. Voilà. Et ces gens-là vous expliquent que quand tu te fous de leur gueule, c'est du mépris de classe. C'est pour ça que je voulais vous en parler, les amis. Ça n'est pas du mépris de classe. Vous êtes des pompes à vélo. Ne mêlez pas toutes les basses classes sociales de France avec vous. Vous êtes nuls. C'est vous qui êtes nuls en tant qu'individu, de par ce que vous représentez, de par ce que vous dites. Incapable, elle le dit elle-même. Donc, de quoi on parle, en fait? C'est le problème, c'est que quand vous prétendez défendre les personnes les plus fragiles en France, à la limite que vous n'en proveniez pas, pourquoi pas? Allez, ça va, j'autorise. Mais pas d'utiliser le peuple quand ça vous arrange. Or, dans ce contexte-là, c'est-à-dire, vous êtes nuls, on vous le fait remarquer, et vous mélangez tout. Vous prenez tout le monde avec vous pour dire, bah, si nous on est nuls, tous les pauvres aussi. Mais non, vous appartenez à une gauche post-mitterrandienne qui urinait allègrement sur les ouvriers, sur les classes basses. Vous les avez complètement oubliés. À partir du moment où l'aspect communautaire n'est pas intéressant pour vous ramener des voix. Donc, c'est la fameuse note de Terra Nova dans les années 2010. On oublie le vote ouvrier, on se retourne vers le vote communautaire, vers les idéologies contemporaines, qu'aujourd'hui le wokisme, toutes ces choses-là. Donc, vous avez abandonné les gens que vous prétendez représenter, vous faites des coups médiatiques, là encore, en salissant ce que les gens représentent, en salissant les messages. C'est Rachel Keke. Le parcours extraordinaire de cette femme de ménage, cette affaire en justice où elle gagne, il y a quelque chose de très symbolique, il y a quelque chose de très beau socialement. Et ils le salissent, ils la sortent quand il faut, voilà, ils mettent la noire devant. Rappelez-vous quand il y avait eu le scandale avec le député RN qui avait dit qu'il retourne chez eux. Alors certains avaient entendu le pluriel à l'oral. Et Rachel Keke, là, il la mettait devant les caméras pour dire si, vous avez vu, on a des gens à la peau noire avec nous. Depuis, elle fait quoi? Elle est où, Rachel Keke? Elle fait quoi? On n'a plus de nouvelles, on la voyait plus. Donc, c'est aussi ce qui est terrible. Carlos Martins Bilongo, c'était pareil. Je vous en parle à chaque fois, au moment des émeutes de Naël, pour dire à quel point, même les gens qui le prétendent défendre à gauche, il n'y a pas de retour. Carlos Martins Bilongo, qui se rend à Nanterre pour essayer de faire un petit peu de récupération politique, il a pris un coup de mortier sur la gueule. Et aucun député LFI est venu dire « Oui, c'est du racisme ». Donc, je veux dire, tout ça est de la cagolerie, mais par pitié, ne mêlez pas les gens avec votre absence d'éthique, votre absence de morale et surtout votre absence de niveau. Surtout ça. Les gens que vous prétendez défendre, je ne dis pas nous parce que je ne m'y intègre pas dedans, je ne fais pas partie des classes basses sociales. Donc je le dis, qu'on soit très clair. Donc si un jour je prétends
parler, pas parler en leur nom, mais mobiliser cette notion-là, je pose des barrières claires à ne pas faire croire que je suis un mineur du nord de la France. C'est pas vrai. Tu vois. Parce que j'aurais pu finir président de la République, pour ceux qui ont la vanne. Mais c'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible, je trouve, c'est qu'en plus, ils salissent tout ce qu'ils prétendent défendre. Et cette affaire de Logu nous le démontre encore. C'est assez sidérant. Assez sidérant. Je suis parti sur un instant grognon, comme un grand. Je me suis chauffé tout seul. Mais je voulais vous parler de ça parce que cette séquence m'énerve. Et c'est ce que la politique peut faire de pire. Merci à Dans ton milieu, c'est magnifique, qui vient d'offrir un sub à HP Caméléon. À 06, enfin un numéro de téléphone, peut-être la personne s'est plantée, alors je ne vais pas le donner à l'écran. À Blaes, mais c'est incroyable, dans ton milieu, il offre plein d'abonnements. À Roumain Duris également, c'est extraordinaire. Merci les copains, merci beaucoup. Donc, il y a Ted Paulozane qui dit « Mais est-ce bien différent dans d'autres pays? En Angleterre, le racisme social est encore pire. » Complètement d'accord, complètement d'accord. Et c'est même... terrible, plus terrible qu'en France encore. Je pense plus terrible qu'en France. Et Pierre-Yves Rougeron en parlait notamment chez Florent Philippot encore il y a quelques jours. Donc je suis bien d'accord avec ça. Aucune importance. Qui dit je veux bien faire un stage en immersion facilité avec un politicien juste pour voir comment ça se passe. Et je suis pas une ampoule. Ah mais je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. Et Gilomax92 qui dit grâce à ton instant grognon, on vient d'apprendre que tu étais blindé. Non mais c'est pas une question de blindé, mais je gagne très bien ma vie, j'habite en Suisse, j'ai un salaire, je suis juste en dessous du salaire médian en Suisse, c'est très très bien, je suis très heureux, mais il faut le préciser. C'est pas pour faire montrer patte blanche et jouer à l'abbé Pierre, on voit comment ça finit, mais c'est pas pour jouer au mec qui aura la plus grande rectitude morale, mais c'est juste que quand on parle d'un sujet, et d'ailleurs les communistes connaissent bien ça, d'où parles-tu camarade? Donc je préfère clairement, quand je vous parle de ces sujets-là, expliquer un petit peu d'où je parle, quelques éléments, qu'on soit clair, ce qui ne m'empêche pas d'en parler, ce qui ne m'interdit pas d'en parler. Mais je veux dire, quand je prétends défendre les droits sociaux, quand je prétends défendre, par exemple, l'intérêt des classes basses sociales, pour moi, il est rigoureux de préciser que parfois, on ne fait pas partie de ce dont on parle. Mais ça ne m'exclut pas. Je ne pense pas avoir un avis plus ou moins important que les autres. Donc alors, après, quand on parle effectivement d'un sujet duquel on est directement concerné, j'ai le droit de vous parler de maternité jusqu'à preuve du contraire. C'est pas moi qui vais avoir la césarienne. Donc il y a aussi des sujets où il faut apprendre à fermer sa gueule ou apprendre à avoir la distance de je ne suis pas concerné, mais voilà, mais ce qui ne casse pas trois pattes à un clébard. Je veux dire, une fois que tu as dit ça, tu roules. Tu vois, c'est le problème aujourd'hui du débat, c'est qu'on veut confisquer le débat aux gens en disant il n'y a que ceux qui sont concernés qui peuvent parler. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le jour où on parlera de bêtises, on n'entendra que Ercilia Soudé et Dr Marty. C'est terrible. Je préfère le faire moi-même. Donc voilà, tout ça pour dire, les amis, je trouve ça intéressant. Voilà, et Victor Macno qui dit « Je peux plus parler des jeunes, alors sniff, et pourtant je l'ai été. » Non mais voilà, mais c'est juste que je trouve qu'il y a une rigueur morale à avoir sur ces sujets-là, mais ça m'empêche pas, tu vois, la preuve. Voilà, il y a Anarchiséroïde qui dit « Ça va, on n'est pas non plus sur un Rémi de Saint-Just milieu. » Pas encore, mais j'ai un projet de canonisation. J'ai chippé un canon du 17e, c'est le seul moyen pour moi, c'est de me faire canonner par-dessus les murailles. C'est tout le truc que j'ai. Alors, on continue les copains. J'ai encore les deux grands sujets de la journée, hein. C'est quand même pas mal. Les deux grands sujets du jour. Et le premier, the first round, c'est l'alerte enlèvement. L'alerte enlèvement, et pas de n'importe qui, de Greta Thunberg. Ouais. Parce que je voulais vous parler de ça, les amis. Il n'y en aura pas pour 2 heures, mais je voulais vous parler de ça parce que quand même, on a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer. De très intéressant parce que, on se rappelle, alors Greta Thunberg, vous avez vu, hein, l'égérie de l'écologie connectée, incroyable, la petite gamine qui voyait le CO2 à l'œil nu, d'après sa daronne dans la biographie de la famille Thunberg. On a tout ce que notre système médiatique adore, hein, c'est-à-dire une sorte de l'élu du climat, la petite gamine qui arrête l'école pour aller sauver le monde, en allant faire copain-copain avec Schwarzenegger. Enfin, normalement, c'est un épisode de South Park. Et c'est vrai que moi, j'ai tellement suivi le parcours de Greta, j'étais tellement fan, que je me suis dit, elle est où Greta? Where is? Petite couette.
Dans ces derniers déboires, on a appris ceci. Et on comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi on parle plus d'elle. Greta Thunberg arrêtée à Copenhague lors d'une manifestation pour le boycott des universités israéliennes. La militante écologiste de 21 ans a été vue escortée par la police danoise hors du bâtiment occupé par un groupe d'étudiants appelant à un boycott académique. Greta Thunberg est-elle la Rima Hassan de la poubelle jaune? Alors je pose la question sans trop d'ironie, les amis, parce que je voulais vous parler de ça. Je trouve quand même intéressant le fait que Greta Thunberg est complètement sortie des radars, alors que la planète va pas beaucoup mieux. Hein. Apparemment, t'as vu, ils ont mis les bouchons accrochés aux bouteilles maintenant pour sauver la donne. Donc c'est chaud, hein. Ça rigole pas. Et on n'en parle plus, et c'est très intéressant parce que Greta Thunberg, elle doit sûrement continuer à vouloir faire le tri, mais elle a un positionnement aujourd'hui qui est assez critique sur ce qui se passe en Palestine. Alors, évidemment, elle a mon soutien, mais je trouve ça très intéressant de voir que la petite égérie, finalement, elle était à 2 doigts d'être en prison au Danemark, et puis tout le monde s'en cire, quoi. Donc, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On est sur un changement de carrière, on est sur un changement de projection, tu vois. Tu sais, ces articles-là, il y a même des articles qui en parlent. Hein. De l'écologie radicale à l'antisionisme, Greta Thunberg embrasse la convergence des luttes, tu vois. Le Figaro en novembre 2023. Greta et la Palestine, l'envers du décor. Il y a un jeu de mots encore, tu vois. Donc c'est intéressant. T'sais. Guerre Israël-Hamas. Après les prises de position de Greta Thunberg, le mouvement écologiste Fridays for Future se déchire, tu vois. Allemagne, le malaise Greta Thunberg. Les responsables politiques, mais aussi les activistes allemands, se dissocient des positions pro-palestiniennes de la jeune militante pour le climat. C'est très intéressant. Je voulais vous parler de ça parce qu'il y a eu plusieurs échos dans la presse française notamment qui nous expliquent que c'est plus tant la petite chouchou que ça, quoi. Alors qu'on était sur la mère Teresa de la voiture électrique. Je veux dire, elle avait tout vu, tout compris. Il fallait l'acclamer partout où elle se rend. Et là, depuis qu'elle défend... la Palestine, là, c'est un petit peu tendu. Alors, est-ce à croire que, on va dire le système mondialiste, par facilité, hein, toutes les grandes ONG écolo, toutes ces choses-là, se sont servis de Greta Thunberg pour leurs intérêts? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas, par contre. Mais je trouve ça intéressant. Je voulais vous en parler. Hein. L'alerte enlèvement de Greta Thunberg, on a peut-être quelques pistes d'explication. Alors, les copains, on va continuer avec un React que je voulais vous proposer. Vous le savez, c'est un personnage qu'on aime bien. C'est Dominique de Villepin qui était sur LCI hier. On enchaîne. Je voulais vous montrer l'extrait. Alors, je le découvre avec vous. J'ai pas vu l'émission parce qu'il a dit beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de réactions, pas mal de sujets. Donc, on regarde ça pour continuer notre émission aujourd'hui. Vous êtes très nombreux, bientôt 1500 les amis. Merci à vous. Rejoignez-nous, bien sûr, sur Twitch. Si vous êtes sur Twitter, Facebook, cliquez sur le bouton. Ça nous donne de la force pour l'algorithme. Ça fait plaisir. On se fait ce petit React de Villepin. On commente, on ricane. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est tout l'objectif. Ce soir, nous cherchons en cette période inédite, évidemment, des personnes qui ont de l'expérience, et de l'expérience au plus haut sommet de l'État. Dominique de Villepin répond à nos questions ce soir. Merci à vous, et dans quelques instants, les partis pris, bien sûr. Dominique de Villepin, tout de suite. Avec un jingle, peut-être, je ne sais pas. Pas de jingle, alors on enchaîne. Bonsoir, Dominique de Villepin. Bonsoir. Je suis un démocrate, donc je respecte le verdict des urnes, et cela montre, parmi les différents messages qui nous sont adressés par les électeurs, que le Front républicain... Attendez, apparemment j'ai un problème de jingle instant grognon. Attends, parce que moi je le vois pas. Merde. Aurais-je fait des conneries? Ah ouais? Non, je pense pas. Un marché. Je crois que c'est la première leçon qu'il faut tirer. Le Front républicain a marché, mais il ne faut pas être aveugle. Il faut voir aussi qu'il y a eu 10 millions d'électeurs qui se sont portés sur le Rassemblement national, un tiers des électeurs et 2 tiers des territoires. C'est considérable. Il y a une deuxième leçon qui est importante à l'heure où on lit la lettre du président, où on écoute toutes les analyses. Le deuxième message, c'est que quelqu'un a perdu. Et celui qui a perdu, c'est le président de la République. Et je crois que c'est important pour analyser la situation. Pour vous, il ne l'a pas reconnu.
Il ne l'a pas reconnu, et nous allons y venir. Il ne l'a pas reconnu, et c'est pourtant le point de départ de la situation nouvelle après les élections. La première responsabilité d'un président de la République, j'ai vécu de très près 2 cohabitations. La première responsabilité d'un président qui est désavoué par les urnes, c'est de prendre acte de la situation nouvelle. Et je pèse mes mots. Prendre acte, reconnaître la situation nouvelle. Et c'est pour cela que on répète à longueur d'émissions, le président choisit n'importe quel Premier ministre, il se fait ce qu'il veut. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il fait ce qu'il veut dans le cadre de nos institutions, dans le cadre d'une tradition républicaine et dans le cadre d'une réalité qui lui est imposée par les urnes. Et donc, ça suppose que le président reconnaisse cet état de fait, et dans cet état de fait, il y a une troisième donnée, au-delà du non au président, au-delà du oui au Front républicain, et cette troisième donnée, c'est que les Français, manifestement, souhaitent une cohabitation. C'est-à-dire qu'ils souhaitent que Jupiter soit écarté et que la relation entre les 2 têtes de l'exécutif soit rééquilibrée et que le Parlement retrouve son rôle. Ce qui veut dire que du régime présidentiel, on sait que la 5e est hybride, du régime présidentiel, on passe à un régime davantage parlementaire. Ces leçons, c'est le point de départ. À partir de là... Parce que je détaille ce que vous dites. Quand vous dites le président a perdu, il doit être en situation de cohabitation, est-ce que ça veut dire pour vous que le bloc présidentiel, qui arrive en 2e position, mais qui cherche en ce moment à nouer des alliances, est infondé à prétendre gouverner de nouveau? Alors venons-y, si vous le voulez bien, c'est le cœur du sujet. Et c'est pour cela que je crois que le président a 3 options et un joker. 3 options, et il faut prendre les choses dans l'ordre, parce qu'elles se présentent dans un certain ordre, compte tenu de la tradition républicaine, et qu'on ne peut pas mélanger. 3 options et un joker, c'est pas la démocratie, c'est un Uno, hein, frérot. Ça fait beaucoup quand même de cartes, là. Et l'entrée, le plat et le dessert, sans créer une gigantesque confusion chez les Français, et à terme, pour le président, comme pour les responsables politiques, une formidable frustration. Première option, la tradition républicaine. On choisit la force arrivée en tête au soir du scrutin. Ça. Mais attends. Est-ce que je suis pas un génie? Est-ce que je suis pas en train de vous montrer la vidéo d'il y a 1 mois? Eh ouais. Je me disais bien, le truc sur le Tour de France de Byrian Guirmay qui gagne une étape, c'est le Tour de France qu'il est fini. Hein. Tu vois, ça c'était le 12 juillet. C'est un prank. Je vous ai bien eu. Ouais, en fait, la vidéo que je voulais vous montrer, elle est là. C'est marrant, hein. Bonsoir Dominique. Ah, bah après, vous avez choisi quelle émission vous regardez aussi. Hein. Dire, vous découvrez pas que c'est n'importe quoi. Hein. Donc, bah on recommence. Mais là, c'est la bonne. Promis juré. De Villepin, merci d'être avec nous. Bonsoir. Ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Je le disais, votre parole est attendue. Tu vois, première... il s'est coupé les cheveux. Donc ça, c'est plus récent. Question toute simple. Michel Barnier a été nommé à Matignon. Est-ce que vous lui avez envoyé un mot d'encouragement? Alors, je ne l'ai pas fait pour une raison particulière, c'est que je ne le fais plus jamais, pour personne. Pourquoi? Parce que, d'abord, je suis quelqu'un de solidement indépendant. Dans ces moments-là, on dit des choses qu'on ne pense pas, et je tiens à garder une parole libre. Mais ceci dit, j'en profite parce que ça a beaucoup plus de portée que ce que je pourrais dire sur un petit mot souvent hypocrite. Je pense que c'est un homme de qualité. Et je n'inclus là-dedans aucun élément personnel. C'est un homme de qualité, c'est un homme de compétence, il a une expérience locale et une expérience nationale, et il a aussi l'expérience de la négociation. Alors, il y a quelque chose qui me frappe. Pardon de vous interrompre. Vous-même, à Matignon, en 2005, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, partie importante du gouvernement, il n'a plus été ministre. Il n'a plus été ministre, absolument. Mais je l'avais solidement encouragé quand il a voulu devenir commissaire européen précédemment et ministre des Affaires étrangères. Donc, vous voyez, il n'y a aucun élément personnel dans tout cela. Il y a des équilibres politiques, il y a un président de la République, Jacques Chirac, donc il y a beaucoup d'autres éléments. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'il dessine aujourd'hui, et ce qui montre qu'il n'est pas sans habileté, il dessine aujourd'hui en creux
une sorte de portrait chinois qui est exactement le double inversé du président de la République. Et ça, c'est assez habile. Un homme qui écoute, un homme qui dialogue, un homme qui sait faire des compromis, un homme qui a du respect pour chacun des citoyens. Donc, il apporte un équilibre, ce qui a toujours été mon souhait, apporter un équilibre à nos institutions. Si Matignon est dirigé par un collaborateur du président de la République, il n'enrichit pas la vie politique. Il est, en quelque sorte, la voix que rapporterait un écho. Il faut exister par soi-même. Et je pense que Michel Barnier va avoir à cœur d'exister par lui-même. Alors, il arrive dans des circonstances difficiles. Et si vous le permettez, il y a, à mon sens, 3 qualificatifs qui peuvent caractériser aujourd'hui la situation que nous vivons. Je dis ça parce que il faut en permanence avoir ce paysage dans la tête. Premièrement, nous sommes dans une situation bloquée. Les Français l'ont compris, ils ont voté aux législatives pour 3 grands blocs qui n'ont pas de souhait particulier pour travailler ensemble. Donc, une situation qui ne permet pas d'avoir une majorité absolue. Durablement, vous voulez dire ? Durablement. Deuxièmement, nous sommes devant une situation politique qui est faussée. Et ça, c'est très important. Parce que ça va jouer un rôle dans la suite de l'histoire. Pourquoi faussée ? Parce que le président de la République avait un choix à faire. Soit il fait selon les règles, la tradition, avec la méthode qui est la plus facile et la plus habituelle, il choisit la force qui est arrivée en tête. Et en l'occurrence, la force qui est arrivée en tête, c'était le nouveau Front républicain, le nouveau Front populaire, qui s'est choisi comme chef Lucie Castel. Il a considéré que ce n'était pas le choix à faire. Donc il n'a pas pris acte, alors que ça aurait été manifestement la solution la plus simple, la plus comprise par les Français. Il a choisi de négocier lui-même. Il a choisi de s'engager de façon à lui-même déterminer, plus ou moins directement en liaison avec les groupes parlementaires, ce qui était susceptible d'être le meilleur scénario pour durer. Il a eu tort ? Alors, je pense qu'il a eu tort. D'abord parce qu'il y a une prise de risque inutile. Deuxièmement, je pense qu'on a toujours intérêt dans la vie à faire les choses dans l'ordre. Vous imaginez la frustration des gens de gauche au sortir des élections. Donc, il a choisi lui-même d'aller jusqu'au bout. Le résultat, c'est qu'il a fait des choix par élimination. Il a éliminé M. Cazeneuve, il a éliminé M. Bertrand. On comprend qu'il a éliminé le nouveau Front populaire parce qu'il estimait que le risque était trop fort. Qu'il n'y aurait pas de majorité. Il élimine de la même façon M. Cazeneuve en mettant en avant l'idée d'un risque d'instabilité et là encore qu'il n'y ait pas de majorité. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il élimine parce qu'il a peur qu'il ne parvienne pas à former un gouvernement ou parce qu'il a peur qu'il réussisse, c'est-à-dire mettre en place une politique qui aurait détricoté la sienne. Quelle est votre réponse ? Je pense que le président de la République a des lignes rouges et que, politiquement, il ne prend pas acte du résultat des législatives et qu'il continue à se battre sur son bilan avec le souhait de la continuité. Vous parlez de la réforme des retraites, par exemple. Oui, et de tout le reste. Et c'est ça qui va être intéressant avec Michel Barnier. Vous voyez, Michel Barnier, il a été déjeuner aujourd'hui avec le président de la République. Rien n'y oblige. Il n'a pas de gouvernement. Rien n'oblige aujourd'hui à aller déjeuner avec le président. Pour parler de quoi ? Et là, je pense qu'il faut une transparence vis-à-vis des Français. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à ce stade ? Il a d'autres choses à faire, Michel Barnier, pour le moment. Et donc, il est très important que le réglage entre l'Élysée et Matignon se clarifie. Mais je termine sur la situation qui est aujourd'hui faussée par ces choix faits par le président de la République. Le résultat, c'est que Michel Barnier est appelé et que nous sommes aujourd'hui dans une situation inouïe sur le plan de la démocratie. Pourquoi ? Voilà Michel Barnier, issu d'un parti, les Républicains, qui a fait 5,4% au premier tour des législatives, qui a 47 députés, qui est soutenu, avec des conditions, par le parti présidentiel. Parti présidentiel qui a été rejeté et battu par les Français. Et il est soutenu, là encore avec beaucoup de bémols et sous surveillance, du Rassemblement national, qui a été rejeté par les 2/3 des Français au second tour des législatives, même si cela a été la première force
au premier tour. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation qui est quand même un peu curieuse. On pourrait vous objecter que LR plus le bloc central, ça représente le groupe le plus important. Bon, alors c'était le bon, mais c'est chiant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très chiant, très mou comme analyse. Et autant je m'étais régalé avec les éléments et les éléments d'analyse de Dominique de Villepin sur le contexte géopolitique, autant là franchement c'est relou. Je trouve ça un peu relou. Alors tu vois, même la lumière c'est fait la malle. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc bon, je m'attendais un petit peu plus passionnant. Peut-être que c'est passionnant dans la suite de la vidéo, mais tant pis. Hein, comment dire, en Aveyron. Hein, on le dit également ailleurs. On a, oui, je voulais répondre à ça. SAF 515 qui dit Rémi, est-ce que tu as entendu parler du nouveau parti que Zoé Sagan va créer pour les prochaines élections municipales et présidentielles avec notamment Juan Branco? Alors, je vais pas vous mentir. L'histoire, enfin, je vais pas vous mentir, ça c'est une bonne phrase de politicien. Quand tu commences comme ça, c'est que derrière tu vas dire une dinguerie. Donc je peux peut-être vous mentir. Voilà, au moins on commence là. Non, sérieux. Zoé Sagan, je sais pas quoi en penser, les copains. Franchement, je vous le dis, brut de pomme, je ne sais pas quoi en penser. Je trouve que l'idée est intéressante. La conception générale me fait marrer et tout. Mais je trouve... J'ai un coin de mon cerveau où je me dis, c'est pour amuser la galerie et faire passer le camp complotiste, bon, ce qui veut rien dire, mais on va dire tous les gens qui critiquent la Macronie, c'est-à-dire, ça fait un paquet de monde quand même, bon, on va dire les nazis, par facilité médiatique, je trouve que ça décrédibilise complètement. Parce que la plupart, je suis évidemment abonné, hein, comme plein de gens, je regarde, machin, je vois les trucs, hein, les révélations, demain je révèle ça, puis dans une semaine je révèle ça, puis le pouvoir tremble. Au final, tout ce qu'on a vu, c'est un nude de Bruno Jeudi. Bon, on aurait préféré rien voir. Et l'affaire de la liste à Cannes, bon, alors... Après, je vous dis ça de ce que j'ai suivi. C'est pour ça que je ne sais pas quoi en penser. Et je ne sais pas quoi en penser. Et je ne suis pas le plus assidu non plus. On va pas se mentir. Donc, c'est vraiment un commentaire qui vaut ce qu'il vaut, qui est d'une légèreté assez effrayante. Mais je partage ça avec vous, savoir si vous êtes d'accord ou pas, ce que vous en pensez, si vous avez d'autres éléments. Mais je trouve que globalement, ça amuse la galerie, ça détourne l'attention. Franchement, je sais pas. Après, le Aurélien Parson, j'écorche son nom, je suis désolé. A l'air d'être un personnage curieux, intéressant, avec plein de dingueries. Ça me fait un peu penser à, dans l'idée, ça me fait penser à comment il s'appelle, le dealer des stars, là, le dealer du tout Paris, Fauré. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de Gérard Fauré. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit est crédible, la façon de le faire ne l'est pas du tout. Mais en même temps, le mec se fait pas taper dessus. Il n'y a eu aucune plainte pour diffamation contre Gérard Fauré. Je trouve que c'est de cet ordre-là, tu vois. Je sais pas, peut-être que je dis des conneries, les amis, hein, sûrement. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans le chat de Zoé Sagan, parce que j'ai pas un avis très construit. Puis ça me passionne pas, quoi. J'ai l'impression de perdre un peu de temps là-dedans, mais c'est vrai que il y a SAF 515 qui dit ça. Alors, je sais même pas au courant. Je suis même pas au courant de ce que tu disais. L'implication de Juan Branco apparemment dans le parti politique que Zoé Sagan veut faire. Peut-être, j'en sais rien. Je savais même pas, tu vois. Et Olivier Mars 13 qui dit tu as tort, c'est passionnant. Bah, par rapport à quoi, camarade? Je demande qu'à apprendre. Là, pour le coup, franchement, j'ai pas d'idée conçue, j'ai pas d'idée arrêtée. Donc, au contraire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Pour me faire une autre idée. Hein. Kiket 1212 qui dit Forêt est plus simple, l'autre est trop, je me la pète, vous êtes des cons. Bébé Yosa 83 qui dit, enfin Boyissa 83 pardon, il y a des éléments intéressants quand on ne connaît pas grand chose, plus on s'informe avec des médias différents et variés, moins l'effet de choc de Zoé Sagan est impactant. Ted Polozan, idem, je n'accroche pas à ce Zoé Sagan. Kong Bietso, Bribit égale diversion pour qu'on parle pas de détournement de mineurs. Blueby 3 reçoit-le, non. Honnêtement, ça me donne pas envie.
Jourbon 3 qui dit « Salut, il me semble qu'il se réfugie derrière le terme infofiction pour éviter les procès. » Bah, est-ce que c'est peut-être pas réellement le cas? Peut-être que c'est vraiment de l'infofiction aussi. Hein. Enfin, il y a Mick BBQ qui dit il a déjà sorti quelques affaires politiques qui a envoyé dick pic. Mais quelles affaires? Qu'est-ce qui a été sorti par Zoé Sagan, concrètement? Enfin, j'ai sûrement loupé les wagons, hein, mais quelles affaires ont été sorties par Zoé Sagan? River 9453, Zoé Sagan, c'est du mauvais divertissement et la personne derrière n'a aucune crédibilité et rien d'intéressant à raconter, à part des on-dit sans intérêt. Olivier Mars 13, il détient un max d'infos et tout le monde tremble. C'est vrai ça? Enfin, t'es premier degré, Olivier Mars 13, quand tu me dis ça, ou c'est un peu pour la vanne? J'en sais rien, hein, vraiment. Je sais pas à quel point tout ça est sérieux, moi. Coé, Miller, CL, effectivement. SAF 515. Oui, c'est vrai qu'au départ, les déclenchements, c'était ça. Ok, ouais. Ouais, non, mais franchement, et Olivier Mars 13 qui dit tout à fait premier degré. Merci à Zodaï72 pour le sub 23e mois et Tazder pour le 15e mois. Sub 15e mois. Non, mais pourquoi pas, hein, franchement. Je te dis, je suis fermé à rien. Au contraire, je demande vraiment qu'à découvrir le truc. Je m'y suis jamais vraiment intéressé. Je regarde d'un œil distrait, mais pourquoi pas? Peut-être qu'effectivement, faut faire gaffe. Hein. Faut faire gaffe. Hein. Ouais. Non, Olivier Mars 13, je te jure que c'est passionnant, mais je te crois, camarade. Je te crois, camarade. Ouais, non, mais c'est pour ça. Vraiment, je pensais pas que je tire dans le truc en disant c'est de la merde et tout. J'en sais rien. Hein. Franchement, j'en sais rien. Donc je trouve ça, voilà, je trouve ça cool qu'on papote. C'est l'esprit Juste Bistrot finalement. Hein. Je crois que on n'a pas réinventé la salade non plus, hein, les amis. Donc voilà un petit peu sur ça. Los Copinos. Je crois qu'on peut se le dire. Est-ce qu'on est pas mal? Est-ce qu'on est pas mal pour ce soir, les amis? 17h56. On est bien en bricole. On est entre nous, voilà, c'est le plus important. C'est le plus important. J'aime ça, j'aime cet esprit. Les amis. Alors, Ishigo Bankai 38 qui dit les euros, t'as regardé? Non, pas encore. Pas encore. Je vais essayer de regarder ça gentiment. Non, mais pourquoi pas Olivier Mars 13, il faut regarder l'interview de 3 heures et lire sa trilogie Kétamine, braquage et suspecté, je sais pas quoi. Pourquoi pas? Je vais le faire. Je vais essayer de le faire, prendre le temps de ça. J'ai un peu peur que ce soit des dingueries comme sur le compte Twitter où tout est promis mais rien n'arrive, quoi. Mais bon, pourquoi pas? J'en sais rien. Affaire à creuser. Affaire à creuser, les copains. Mais en tout cas, je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Je vous redis la prochaine date du spectacle qui arrive à vitesse grand V. La date qui compte, les copains, c'est Narbonne. Je compte sur vous, les amis, pour prendre les places, ça part bien. On a 140 places sur cette date, 4 octobre 2024. On va se fendre la gueule, ça va être sympatoche, ce sera au cabaret. Il y a Paris, hein, les 2 dates de Paris après-demain et vendredi, c'est complet, check complet. Et la prochaine, c'est Narbonne, le 4 octobre. Les amis, moi, je vais y aller pour ce soir. Il est 17h57, on est dans les clous. Je vous donne rendez-vous demain. Juste bistrot et farce tranquille. Que du plaisir, la doublette. Et puis voilà, les amis. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Alors, il y a Blueby3 qui dit merci Rémi, juste milieu. Depuis quand il y a des nouvelles dates sur Toulouse? Ben oui, mais vous m'écoutez pas, les gars. Vous m'écoutez pas. Je sais que vous en avez plein le cul quand les youtubeurs font de la pub pour leurs trucs et tout, mais je n'ai pas d'autres canaux de pub. Je n'ai pas d'autres moyens. Donc quand je vous dis que sur la page de la billetterie, il y a plein de nouvelles dates qui tombent et qu'on en parle au coup par coup, c'est que c'est vrai. Tu vois, aujourd'hui, en fin de semaine dernière, on a rajouté Bordeaux pour l'année prochaine. Donc voilà, les copains, je vous le dis à chaque fois, voilà, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette page. Alors les copains, je vous dis bonne soirée, merci d'avoir été là, très nombreux. On se retrouve demain plein gaz, plein badin, en pleine forme. Voilà, je vous embrasse, vive la rigolade et vive la France.